Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, comme vous le savez, est consacrée aux personnages qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Et pour cette 4e saison, il est surtout question des personnages marquants du 19e siècle, le siècle des patriotes, le siècle qui a vu aussi l'avènement d'une littérature nationale. Alors, ce soir, il sera question de celui qu'on considère encore aujourd'hui comme notre premier véritable historien national. François-Xavier Garneau est né en 1809 à Québec et il est décédé dans la même ville en 1866. Il est donc mort relativement jeune. Si on parle encore de lui aujourd'hui, c'est qu'il a publié une synthèse tout à fait inédite pour l'époque, pour les contemporains, une synthèse de l'histoire du Canada, donc de l'histoire de notre peuple, dont le premier tome a été publié en 1845. Je voudrais, juste pour mettre un peu la table, vous décrire un peu les conditions matérielles dans lesquelles cette œuvre a été conçue, développée, imaginée, écrite. Un contexte de très grande pauvreté matérielle et institutionnelle aussi. L'historien professionnel d'aujourd'hui prend pour acquis qu'il a à sa disposition un certain nombre d'atouts, de privilèges et d'institutions. L'historien professionnel d'aujourd'hui a d'abord des institutions universitaires qui le protègent, qui protègent sa liberté académique, qui lui permettent aussi d'avoir du temps, non seulement pour enseigner, mais pour faire de la recherche. L'historien professionnel d'aujourd'hui aussi dispose d'archives très bien classées, très bien organisées, et des archivistes très professionnels qui l'accompagnent dans son travail. Des archives qui sont même parfois de nos jours numérisées grâce au service de BANQ, par exemple, où nous sommes, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'historien professionnel aussi dispose de moyens, de bourses, de chaires, d'assistants, d'étudiants qui l'aident à dépouiller des documents. Et enfin, l'historien professionnel dispose aussi d'éditeurs qui l'aident à mettre en forme son manuscit et à diffuser ses connaissances. Eh bien, tout ça n'existait pas au temps de Garneau. Garneau lui-même n'était pas formé à l'université. Il n'avait même pas fait le collège classique, en fait, nous le verrons. Et il ne pouvait pas enseigner à l'université puisqu'il n'y en avait pas d'université. La première a été fondée en 1852. Et oubliez les départements d'histoire, hein? Il y avait un département de théologie, peut-être de droit, mais certainement pas un département d'histoire. Ça viendra beaucoup plus tard, presque un siècle plus tard. Garneau avait une documentation extrêmement fragmentaire qui était recopiée à la main par des passionnés qui parfois allaient en voyage en France. Presque toutes les archives de la Nouvelle-France étaient encore au département de la Marine en France. D'ailleurs, vous savez ce qu'a fait Louis-Joseph Papineau durant son exil à Paris. Il a recopié patiemment des documents aux Archives nationales qu'il a ramenés ensuite, mais que n'a pas pu consulter le Garneau de 1845, bien sûr, puisqu'il est revenu en 1845. Donc, une documentation fragmentaire. On redécouvrait les relations des Jésuites. On ne connaissait pas le document, par exemple, de Delier de Casson sur l'histoire de Montréal. Plein de documents qui étaient complètement ignorés, sans parler du régime britannique. Et Garneau n'avait pas d'éditeur. Il y avait, oui, des imprimeurs qui éditaient parfois des livres, mais un vrai éditeur qui nous aide à mettre en forme un livre, ça n'existait pas. Et donc, quand on publiait un livre moindrement ambitieux, il fallait lever des fonds et approcher parfois même les politiciens pour trouver une façon de financer une œuvre comme celle-là. Alors, vous voyez les conditions de dénuement dans lesquelles a évolué François-Xavier Garneau. Et malgré tout, malgré ces embûches, il a réussi à nous offrir une œuvre remarquable. Remarquable au niveau de la prose, de l'écriture. Ceux qui lisent Garneau ont affaire à un texte très bien écrit, moderne. Selon certains spécialistes de la littérature, c'est même un monument de notre littérature nationale. Un livre aussi qui est très moderne dans son ton. Garneau était un libéral. Garneau était quelqu'un qui a été très influencé par la Révolution de juillet de 1830 en France. Son discours préliminaire montre un esprit des Lumières. Et ensuite, dernier élément, même si sa documentation était fragmentaire, il nous offre quand même une somme très impressionnante de connaissances sur le passé. Donc, pour nous parler de ce personnage remarquable, alors nous avons invité quelqu'un de très compétent, puisqu'il vient de faire paraître
sa biographie aux éditions du Boréal. C'est aussi un spécialiste de l'historiographie, puisqu'il a publié précédemment un livre sur un autre historien du 19e siècle, Benjamin Sult. Et il est aussi l'auteur d'un livre sur la construction du mythe de Dollard des Ormeaux. C'était son premier livre, c'était issu de sa thèse de doctorat. Il est lui-même de Québec, où il a longtemps enseigné à l'Université Laval. Je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Patrice Groulx. Bienvenue. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ça allait de soi avec ce livre qui vient de sortir sur François-Xavier Garneau. Ce qui est frappant avec Garneau, et ce n'est pas le cas de tous les historiens, mais Garneau a eu très tôt des biographes. Très, très rapidement, je pense même l'année de sa mort. Une viande froide, comme on dit. Oui. Parce que c'était l'abbé Casgrain qui avait déjà commencé à ramasser des notes sur Garneau. Donc, il publie dès le lendemain de son décès, déjà dans le journal, 2 articles de suite sur la vie de Garneau. Et il va continuer très rapidement. Donc, après quelques semaines, un livre sort sur Garneau. Il y aura lui, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ce livre dans une bouquinerie, Centenaire de l'histoire du Canada de Garneau. C'était à l'issue d'un colloque qui a été organisé en 1945. On trouve toutes sortes de... Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit sur Garneau. Constamment, oui, constamment. Oui. Et donc, vous, en quoi va se distinguer votre biographie de toutes ces biographies précédentes? D'abord, j'avais une arrière-pensée. Est-ce que Garneau nous parle encore? Et parce que c'est l'interrogation qu'on doit avoir avec ce personnage-là qui vient quand même d'un siècle et demi devant nous. Et puis, d'autre part, est-ce qu'on a bien travaillé sur Garneau? Et rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, les biographies antérieures qui ont été écrites soit par des contemporains, soit par des personnes ultérieures, ont beaucoup travaillé sur l'aspect littéraire de la vie de Garneau, mais pas beaucoup sur sa vie comme telle. Donc, on n'a pas très bien saisi l'ensemble des conditions dans lesquelles il travaillait. Je pense que c'est même assez rapidement perdu, cette idée-là, alors que du vivant de Garneau, tout le monde savait que c'était difficile ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il a été historien national rapidement, avant son décès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends soin avec mon livre d'abord d'utiliser beaucoup de données empiriques, mais de travailler aussi en historien dans l'esprit où Garneau, peut-être de retrouver l'esprit original de Garneau, c'est-à-dire une intention, une volonté, une tentative de donner un sens à un récit. Et c'est de cette façon-là que j'ai travaillé. Et cet intérêt, donc, pour ce premier historien national, si le terme était peut-être un peu galvaudé, mais ça fait longtemps que vous aviez ça à l'esprit? Bien, je ne l'avais pas. En fait, sans être une commande, c'est un ami qui un jour me dit « on va aller manger ensemble » et qui m'a proposé de travailler dans la documentation qui avait été ramassée par le chantier Garneau au Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa. C'était les regrettés Pierre Savard et Paul Wyszynski qui avaient monté cette documentation-là avec d'autres collaborateurs, bien sûr, et qui me dit « je te mets ça à ta disposition. On n'avait pas prévu au départ de faire une biographie de Garneau. Voici le matériel, fais-en ce que tu veux. » C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Et puis, donc, il y avait évidemment beaucoup de choses. Mais en même temps, je me suis rendu compte que le matériel, c'est là qu'on voit comment les archives sont construites, le matériel avait été construit encore dans une perspective plutôt littéraire, c'est-à-dire une interrogation sur l'écriture de Garneau, mais pas sur sa vie personnelle. Et il y a des choses qui me taraudaient. Comment se fait-il qu'un notaire qui a rédigé 400 actes durant sa vie active, environ une dizaine d'années, comment pouvait-il vivre? Et donc, j'ai commencé à creuser et pour découvrir, en fait, qu'il travaillait aussi avec d'autres personnes, qu'il avait eu plusieurs emplois à l'extérieur de ce travail de notaire. Bref, qu'il n'était pas que notaire ou greffier à la ville de Québec par la suite. Bien justement, alors, commençons par le commencement, ses origines. On ne peut pas dire de Garneau qu'il était un fils de bonne famille. Hein? Je pense que, s'agissant de Garneau, alors peut-être nous situer le personnage... Mais c'était pas un fils de mauvaise famille. Non, je n'ai pas dit ça. Mais un fils de bonne famille, vous comprenez bien ce que je veux dire, au sens
au sens d'une famille qui aurait eu des moyens à sa disposition. En fait, il venait d'une famille très honorable, mais pas très riche. Voilà, merci. Donc, en fait, c'est une famille d'origine rurale, de Saint-Augustin-de-Desmaures. Son père, François-Xavier aussi, Garneau, était un cultivateur sans terre parce que c'était son frère aîné qui avait hérité de la terre paternelle. Et donc, dès son mariage avec Gertrude Amiotte, en 1808, il déménage dans le faubourg Saint-Jean à Québec, qui est à environ 2 heures de charrette, là, pour le transport de l'époque, qui est donc à la limite de la ville. Et c'est là qu'il va commencer, c'est là qu'il va s'établir, se construire ou occuper une petite maisonnette de faubourg, comme on les appelait à l'époque, et qu'il va vivre de divers métiers, si on veut. Alors, c'est un charretier. Des fois, on le retrouve cellier, peut-être. Encore, ça n'est pas très sûr. Il a une petite taverne chez lui, certaines années. On a des licences pour ça. Il a quelques locataires. Gertrude élève quelques vaches. Alors, on est en ville, hein, mais... C'est ça qui est drôle, hein, le Faubourg Saint-Jean aujourd'hui. Mais le Faubourg Saint-Jean, c'est réellement... C'est la campagne. C'est la campagne à la ville. C'est ça. Donc, ce sont des maisons avec des lopins un petit peu autour, et puis une cour arrière, puis un appentis, puis la charrette, puis le cheval. Puis enfin, voilà. Alors, justement, il a donc... C'est un citadin, ou presque, enfin, même si c'est quand même la campagne, mais il a quand même grandi à Québec. Peut-être nous dire un mot sur le Québec du jeune Garneau, là, des années 10-20. Le Québec du jeune Garneau, c'est un petit bourg, enfin un gros bourg, on va dire, parce que c'est quand même la ville la plus peuplée de la colonie encore à l'époque. 15 000 habitants à peu près. C'est une ville qui est, il faut le dire, c'est une ville portuaire. C'est un port extrêmement important. C'était le troisième plus grand port dans le monde à l'époque en termes de volume de choses qui transitaient par là à cause du commerce du bois. C'est surtout une capitale, et une capitale à plusieurs titres. Une capitale politique d'abord, c'est le gouverneur général a son siège à Québec. C'est une capitale parlementaire parce que la Chambre d'Assemblée se réunit à Québec. Dotée d'une belle bibliothèque. Dotée d'une belle bibliothèque, mais pas encore tout à fait à l'époque où Garneau, à la naissance de Garneau. Ça va venir dans les années 1820-1830. Et puis, c'est aussi une capitale religieuse parce que c'est l'évêché catholique. C'est aussi l'évêché anglican. Et c'est une capitale militaire parce que c'est là que se trouve la garnison. En fait, c'est là que débarquent tous les soldats qui viennent pour l'Amérique du Nord britannique, donc qui sont envoyés de Londres. Et à l'époque de Garneau, notamment, il y a la guerre de 1812, et Garneau lui-même, dans ses mémoires qu'il a écrites, en parle un peu. Il y a beaucoup d'agitation. Il faut dire que la moitié, à un moment donné, la ville double de population à cause du nombre de soldats qui y vont. Alors, c'est une ville qui est très animée. Il y a des parades, on construit des fortifications. Bref, c'est une ville qui bouge beaucoup. Alors, donc, issu d'une famille honorable, nous dites-vous, mais modeste, donc, il ne va pas au collège classique ou au petit séminaire. Non. Parlez-nous de cette école particulière qu'il va fréquenter. Moi, au début, pour beaucoup de gens entendent parler de l'école Joseph-François Perrault, mais ignorent que c'est quelqu'un qui avait fondé lui aussi une école. C'est-à-dire que Joseph-François Perrault est tout un personnage, il faut le dire aussi. C'est un homme... Alors, il va jouer un rôle très important dans la vie de Garneau parce qu'il va vraiment lui mettre le pied à l'étrier. Pour l'ensemble de pour deux aspects en particulier. D'une part, la formation scolaire. Quoique Garneau ne va pas rester très longtemps dans cette école mutuelle. C'est une école secondaire. C'est une non, enfin, primaire secondaire, mais écoutez, il l'a quitté à 14 ans. Alors, donc, il entre à 12 ans, il s'en va à 14. Il a un peu appris à lire à l'âge de 5 ans. Il y a des années où Garneau lui-même est extrêmement discret. Tout ce qu'il dit, c'est que mes parents n'avaient pas d'argent et bref, ma scolarité a été un peu relâchée. Je pense qu'il faisait l'école buissonnière, en fait, pendant ce temps-là. Mais quand même, il apprend très rapidement. À l'école mutuelle, alors à l'école mutuelle, ce qui est de particulier, c'est que c'est un modèle qui a été inventé par Joseph Lancaster en Angleterre, qui est venu à Montréal pour l'implanter et dont Joseph-François Perrault a pris l'idée et qui consiste en fait à avoir un maître avec 60 élèves, mais 60 élèves à qui on n'enseigne pas directement, qui sont aidés par des moniteurs.
Et Garneau va rapidement... Donc, ce sont des élèves plus âgés, plus expérimentés, qui vont faire le relais avec les plus jeunes pour les aider, leur distribuer le matériel, les aider à apprendre à écrire et à lire. Donc, Garneau va faire son apprentissage en même temps qu'il va faire de l'enseignement pratiquement très jeune. Je pense que ça a tout de suite aiguillé Garneau sur l'importance de l'éducation, parce que tout le restant de ses jours, il va accorder énormément d'importance. C'est jamais très évident, mais à un moment donné, Chauveau va le nommer au Conseil d'instruction publique quand il va le constituer en 1856, parce que Garneau a toujours cette perspective d'éducation. Et avec Joseph-François Perrot, Joseph-François Perrot, qui est protonotaire à Québec, c'est-à-dire qu'il s'occupe des greffes des notaires qui sont décédés, il accompagne les juges à la cour du banc du roi, donc c'est un archiviste également. Joseph-François Perrot est un personnage qui lui-même est assez important. D'abord, il a une œuvre éducative, une œuvre éducative extrêmement féconde. Il va fonder plusieurs écoles. Il est des fois un peu en froid avec le clergé catholique à cause des écoles neutres qu'il constitue, mais dans l'ensemble, il joue un rôle fondamental dans la constitution des premières écoles de Québec. Et Joseph-François Perrot va engager Garneau dans son greffe de protonotaire. Donc, à l'âge de 14 ans, Garneau va commencer à s'initier au travail de prénotariat, si on veut, mais en même temps, il va consulter la bibliothèque de Joseph-François Perrot. Joseph-François Perrot était un homme, il était issu d'une grande famille commerçante. C'était un homme qui était très entreprenant, mais également très intelligent et très curieux. Et il a une bibliothèque extraordinaire. Et Garneau va commencer à puiser là-dedans. Et il se rend le soir chez Perrot, qui a une espèce de domaine quelque part sur la Grande Allée, pas très loin de chez Garneau, en fait, parce que Garneau n'a qu'à descendre la rue pour arriver chez lui. Et le soir, eh bien, il va étudier chez Joseph-François Perrot. Il y a plein d'enfants chez Perrot, alors donc ils sont plusieurs là, qui sont réunis là. Et puis il y a une cousine aussi de Joseph-François Perrot, qu'on appelait la cousine, parce que il y avait peut-être une question un peu délicate là, de cette présence féminine chez un veuf. Donc, c'est Madame, j'ai oublié son nom, mais c'était une Madame Perrot également, Reine Perrot, voilà, qui également lui donne ses premières leçons. Alors, donc, la famille, le clan Perrot joue un rôle important et Perrot va présenter Garneau à Archibald Campbell. Oui, c'est ça. Et lui aussi, on pourrait dire qu'après Perrot, ce Archibald Campbell est un personnage qui a beaucoup marqué Garneau. C'est un personnage très important aussi. C'est le notaire royal à Québec. Le notaire royal, c'est celui qui gère toutes les transactions de la couronne. Donc, c'est un titre exclusif. Il gère les biens des Jésuites également. C'est un personnage qui est bien implanté dans le port de Québec. Les 3/4 des transactions commerciales, notariées, se font chez lui. Donc, c'est un personnage qui est également très important. Ce qui est captivant chez lui aussi, c'est que c'est un Américain d'origine. Archibald Campbell, son père, est un loyaliste qui est arrivé à Québec et qui va embrasser, en fait, une discipline qui est tout à fait française, qui est le seul résidu institutionnel de la France en Amérique du Nord, c'est le notariat. Les notaires sont la seule formation qui est là depuis les origines, depuis Champlain, là, si on veut. Et donc, il y a un esprit très français aussi qui anime cette forme de droit. C'est à cause du droit civil, en fait, que le notariat a continué son implantation ici. Et Archibald Campbell va donc jouer un rôle important dans le notariat et il va jouer un rôle important dans la formation de Garneau. Alors, Garneau va être engagé... Il aura des mentors. C'est ça, c'est un mentor, mais Garneau, en fait, il apprend le métier. C'est ça. Et comme on apprenait le métier à l'époque, les avocats
avocat, c'est la même chose. Il apprend le métier chez Campbell pendant 5 ans. C'est un contrat qu'il signe avec lui. Et Campbell va le conserver à son emploi par la suite, ce qui m'a permis de lever un peu une partie du mystère des revenus de Garneau. C'est qu'il avait engagé Garneau, ce qu'il n'avait probablement pas tout à fait le droit de faire, parce qu'il était exclusivement notaire royal, mais c'était un arrangement qu'il avait. Il avait beaucoup confiance en Garneau, et il avait engagé Garneau, en fait, parce que Garneau pouvait lui donner une clientèle francophone. Donc, c'est parce qu'il est francophone que Garneau est employé par Archibald. Un mot sur l'homme, physiquement, son caractère. Petit homme. Petit homme. De santé fragile. 5 pieds 5 pouces, yeux gris, cheveux châtains. Donc, c'est un personnage qui n'est pas très flamboyant, apparemment. Chauveau, qui va être un des biographes de Garneau, va dire qu'on se demandait, quand on le voyait la première fois, comment ça pouvait être le grand défenseur du Canada, là, ou des Canadiens, comme ce petit personnage. Mais Chauveau dit, mais dès qu'il s'animait, on voyait qu'il était vraiment pris d'une passion là, pour son peuple. Et c'est quelqu'un qui a une santé fragile. Santé fragile parce qu'il est épileptique. L'épilepsie ne se déclare pas tout de suite, c'est un trouble neurologique. D'ailleurs, c'est un peu mystérieux, cette épilepsie-là. C'est Casgrain qui nous l'apprend à la fin. Au début, on croit que c'est de l'apoplexie, mais c'est vraiment de l'épilepsie. Et ça va se déclarer assez tard dans sa vie, autour de 1841-42, probablement à cause du surmenage, parce que c'est un des facteurs aggravants dans le cas de l'épilepsie. Et les médecins vont tout de suite lui dire de ralentir, de se tempérer. Et dans toute sa correspondance, constamment, durant tout le restant de sa vie, Garneau va parler de ces injonctions du médecin pour qu'il se tienne tranquille un peu, là. Parlez-nous de sa vie familiale. Il épouse qui? Combien d'enfants? Il épouse Esther Bilodeau, qui est une fille de cultivateur. C'est un gros cultivateur de la région de Québec. Si on se figure un peu les environs de Québec, il est sur le bord de la rivière Saint-Charles. Il a une terre qui coupe la Canardière et qui coupe le chemin de la Canardière. Et il adopte Garneau, en fait. C'est-à-dire que Garneau va épouser Esther Bilodeau, petite femme aussi, on a l'impression, d'après la photo qu'on a d'elle, qui a une sœur un peu plus âgée que lui. Et visiblement, le père Bilodeau veut garder ses filles avec lui. Et il va offrir à Garneau un lopin de terre tiré de sa propre terre, un carré de terre, pour pouvoir construire sa maison en 1835. Un peu après le mariage, dès le mariage, en fait, de Garneau et d'Esther Bilodeau. Ils vont avoir 9 enfants. 9 enfants, mais dont... Une petite famille. C'est une petite famille. C'est assez courant à l'époque. Mais une petite famille, mais qui va se réduire, malheureusement, parce que 5 de ces enfants-là vont décéder en bas âge. Grosso modo, entre 2 et 10 ou 12 mois à peu près. Une seule va réussir à se passer le cap des 5 ans. Et ça a beaucoup frappé. À son décès, a beaucoup frappé Garneau. Visiblement, il y a même une réunion du conseil municipal qui est annulée à cause de ça, ce qui est assez rare, parce que sinon, on a l'impression que les enfants disparaissent et ça ne semble pas avoir beaucoup affecté la famille. Bon, il y en a 4 qui survivent quand même. Dont un de ses fils qui va jouer un rôle dans son œuvre. Alfred Garneau, qui est le premier-né, en fait, qui est l'aîné, qui va devenir avocat, traducteur au Sénat et qui va être l'éditeur de sa 4e édition et qui va en fait l'aider. Il va collaborer avec la 3e édition de Garneau en 1859. Bon, peut-être un mot là sur justement son choix de carrière et sur sa façon de vivre, parce que là, on va parler du poète, de l'historien, mais concrètement, pour payer la maison et les frais, il vit de quoi au juste? Il vit du notariat d'abord, grâce à Campbell, chez qui il travaille en partie, mais qui va également lui fournir des clients dans sa propre étude. Garneau va également s'associer à un moment donné avec Thomas Besserer, qui est lui-même un notaire, mais qui va être élu à l'Assemblée législative et donc il a besoin d'un coup de main là, dans son travail. Et puis ensuite, par la suite, Garneau va reprendre son métier. Et des fois, pour combler des vides,
Parce qu'il déteste, en fait, il déteste le notariat, il faut le dire. C'est vraiment alimentaire. C'est alimentaire. En fait, il se rend compte qu'il est taillé pour ça, mais il aimerait vraiment faire autre chose, c'est de la littérature. Ouais. Il veut écrire, il veut faire des poèmes, il veut publier des journaux. Alors, le notariat, c'est vraiment pour gagner sa croûte, mais dès qu'il a une occasion, il va essayer de faire un travail qui est davantage axé sur la plume. Alors, par exemple, traducteur à la Chambre d'Assemblée pendant quelques années, mais à temps partiel, à un moment donné, il ne sera pas renouvelé. À d'autres moments, il se retrouve dans une banque. C'est assez étonnant. Alors, officiellement, il a le titre de caissier, mais là, il faut voir que les banques à l'époque, c'est 5-6 personnes, ce sont des banques d'affaires, c'est extrêmement privé, et il est visiblement là. Quand on dit c'est un caissier, c'est probablement l'équivalent d'un directeur adjoint, directeur de crédit, quelqu'un qui va juger les clients éventuels, et on le choisit lui parce que c'est un francophone. Et il devient finalement greffier. Il devient greffier de la Ville de Québec parce que c'est une occasion qui se présente. Le greffier doit être un homme de loi. Ouais. Parce que le greffier, et c'est le personnage le plus important à la ville. Garneau gagnait le double du salaire du maire à l'époque, parce que c'est vraiment un pivot. C'est le greffier qui assure la légalité de toutes les décisions qui sont prises à la municipalité. Le problème de ce travail-là, c'est qu'il est extrêmement exigeant, parce que le greffier doit à la fois assister à toutes les réunions du conseil, il y en a une par semaine, faire les procès-verbaux, assister à tous les comités du conseil, faire les procès-verbaux. Il y a une élection annuelle des élus municipaux, donc il doit superviser l'élection, il signe les certificats d'électeurs. Alors, c'est un travail qui est extrêmement prenant. C'est 6 jours par semaine, et puis c'est 5, 6, 7 heures par jour de présence au bureau. Alors, dès qu'il est choisi, en fait, comme greffier, son ami Étienne Parent écrit dans le journal « M. Garneau a été choisi, mais nous espérons que ça ne va pas l'empêcher de travailler à la grande œuvre sur laquelle il est en train de piocher. » Alors justement, arrivons, juste avant d'arriver à cette œuvre, il faut dire un mot sur une expérience marquante pour lui, un voyage. Il est l'un de nos rares retours d'Europe. Oui. Il est un des rares de sa génération à aller en Europe pour 2 ans, au début des années 30. Oui. Pourquoi y va-t-il? Que fait-il? Et comment ça le marque? Un rêve de jeunesse. Alors ça, c'est... Il faut voir vraiment que, comme vous dites, Garneau, c'est rare les gens qui vont en Europe à cette époque-là. On ne va en Europe, quand on vient du Québec, que pour affaires. Ou pour des histoires ecclésiastiques. Et le passage par Londres est obligatoire parce que c'est le lien direct, évidemment, avec la nouvelle mère patrie. Alors, Garneau décide d'aller en Europe parce qu'il, lui, veut voir le pays des ancêtres. C'est vraiment ça qui l'attire là. Et au départ, il prend le bateau qui part de Québec, qui fait en fait la navette Québec-Londres, et il a l'intention de revenir avec le même bateau à la fin de la saison. Il se retrouve à... il y a 2 intentions dans ce voyage-là. C'est d'une part, il y a une intention commémorative parce que c'est 1 an après la Révolution de 1830, les 3 Glorieuses de Paris, donc il veut voir. Et puis en même temps, c'est le retour aux sources et la découverte en fait des monuments. En fait, de tout ce qui rend ces villes-là, Londres et Paris, si extraordinaires pour un petit provincial comme lui. Alors, c'est vraiment la découverte du monde qu'il veut effectuer à ce moment-là, avec l'intention de revenir. Mais arrivé à Londres, il rencontre Denis Benjamin Vigée, qui, lui, est l'envoyé de la Chambre d'Assemblée, qui est du même parti que Garneau. Garneau est un patriote, hein, faut pas, on n'a pas mentionné, mais Garneau épouse les idées du Parti patriote dans les années 1830, et il rencontre Denis Benjamin Vigée parce que tout Canadien qui se respecte va voir l'ambassadeur du Canada à Londres à ce moment-là. Il se salue, etc. Il continue son voyage à Paris, il revient de Paris, et là, peut-être à cause d'Isidore Bédard, qui était un député, fils d'Elzéar Bédard, qui était à Londres à ce moment-là, peut-être que Isidore Bédard dit à Vigée, « Vous avez besoin d'un secrétaire? Peut-être que François-Xavier Garneau ferait votre affaire. » Et effectivement, Vigée engage Garneau parce que Vigée a des grands besoins. Vigée est là pour défendre, notamment, en fait, pour
un dossier d'accusation contre le procureur général Stuart. Qu'il va le présenter à la Chambre des Lords, à la Chambre des communes, pardon, et au gouvernement. Alors, il est là, il a besoin d'une personne qui fait des copies pour lui, qui fait également une copie pour le traducteur, parce que ces documents-là sont écrits en français et traduits en anglais, et ainsi de suite. Donc, il a vraiment besoin d'un homme de plume. Alors, Garneau va rester là. Très bien. Alors, je suis obligé de vous brusquer. Je vous comprends. Alors, d'ailleurs, il va publier son voyage en Angleterre et en France quelques années de son vivant, et ça sera réédité en 1968. Mais il n'était pas très fier de ce livre-là, je crois. Hein, il n'était pas fier de l'édition. De l'impression. D'accord, de l'impression, mais c'est très, très intéressant à lire. Juste avant de parler de l'œuvre d'historien, il faut dire un mot sur son travail de poète. Oui. Alors, il s'est fait connaître comme poète. Alors, quelles étaient les influences? Quels étaient les thèmes? Rapidement. Rapidement. Garneau est un poète romantique, mais c'est pas un très bon poète, il faut le dire. Mais dans un monde où la plupart des poètes étaient plutôt des rimailleurs, il se détachait un petit peu. Il a commencé avec des poèmes plutôt maladroits, mais petit à petit, il s'est amélioré. Ses derniers poèmes sont vraiment des pièces d'anthologie, on peut le dire. En tout cas, ils sont devenus célèbres, Le Dernier Huron, Le Vieux Chêne. Et d'autres. Et c'est un romantique dans le sens où le romantisme cherche à briser avec le cadre classique extrêmement empesé, formel. Très formel, où on excellait si on imitait bien les anciens, avec des idées nouvelles, mais souvent un langage très convenu, etc. Alors donc, Garneau, lui, va vraiment travailler à défaire un peu de cet esprit classique-là. Et pour ça, il a été très certainement inspiré par les romantiques anglais, qui sont les premiers romantiques, en fait. Byron, Milton, Garneau les lit. Et puis ensuite, évidemment, Chateaubriand et d'autres, Victor Hugo et d'autres dont il va s'inspirer. Ces thèmes, ce sont les thèmes classiques des romantiques, la liberté, des thèmes qui sont rattachés aussi à l'intimité. Ce sont donc un certain nombre de ces thèmes, l'histoire aussi beaucoup, évidemment. Oui. Alors, liberté et histoire, hein, il faut voir que les deux sont fortement liés. Il faut voir aussi que l'historiographie, à l'époque, va naître dans le mouvement romantique. Parce que l'histoire, la façon d'écrire l'histoire va être inspirée par le roman, justement. On pense à Walter Scott, par exemple. Son Ivanhoé va être un modèle pour Augustin Thierry, qui, lui, va être le modèle de Garneau. Donc, il y a réellement dans une famille romantique qui se constitue, et Garneau va entrer de plein pied dans cette famille-là, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école. En effet. Alors donc, arrivons à l'histoire. Là, il y a comme une idée qu'on entend souvent, qu'on lit souvent quand il s'agit de cette grande œuvre de Garneau, de son Histoire du Canada, premier tome publié en 1845. On dit souvent que c'est une réponse à cette fameuse phrase de Lord Durham qui a écrit dans son rapport « Un peuple sans histoire et sans littérature, donc assimilons-les, etc. » et que Garneau aurait voulu démontrer que c'est faux. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine, cette histoire? On pourrait dire que c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Garneau n'a jamais dit lui-même qu'il voulait répondre à cette phrase-là en particulier. Mais il est clair que dans son action comme écrivain et comme historien, il a répondu, il a fait cette réponse-là. Je pense que plus précisément, ce que Garneau a voulu faire, en lisant le rapport de Durham, il a dit, voici quelqu'un qui massacre notre histoire. Voici une histoire qui va s'imposer si on ne lui répond pas. Voici une histoire où on dénigre les Canadiens. On ne parle même pas de leur participation à la guerre de 1812 pour défendre le territoire, la bataille de la Châteauguay, tout ça, Durham n'en parle pas. Durham, ce grand libéral, ne parle pas de la tyrannie que l'Angleterre a exercée dès la conquête sur les Canadiens, en refusant des droits, en bafouant en fait les traités qu'ils avaient eux-mêmes signés, les actes de capitulation et tout ça. Alors donc, pour Garneau, il s'agissait de répondre
à cette vision que de Rame avait. Mais en fait, la vision de Rame, c'est la vision qui courait dans la colonie, dans l'élite anglaise et dans le pouvoir. C'est-à-dire, c'était toujours la même chose. Les Canadiens sont des ignorants, les Canadiens sont détachés de la mère patrie, ils ne savent pas lire et écrire. Une sorte de résidu. C'est un résidu voué à la disparition. Et par conséquent, évidemment, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de littérature. Et donc, Garneau s'inscrit dans ce mouvement-là de réécriture de l'histoire. Alors, on dit notre premier historien national, et on dit aussi c'est comme le premier livre qui raconte notre histoire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré de dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, ce que Garneau va faire, c'est le premier livre moderne qui va parler de l'histoire, et lui, il va amener l'histoire, il va même faire de l'histoire du temps présent, parce que même les historiens d'aujourd'hui sont toujours un peu chatouilleux dans cet aspect-là. D'ailleurs, ça va lui attirer quelques ennuis, là. Son interprétation des moments les plus récents. Bien sûr, Garneau avait déjà des sources. Vous avez parlé tantôt des sources sur lesquelles il devait s'appuyer. Il y avait des livres qui avaient été écrits. Il y avait, bien sûr, l'histoire de Charlevoix, François-Xavier de Charlevoix. Jésuite, 1744. C'est ça, un jésuite qui n'était pas un missionnaire, mais qui était un observateur, qui était venu faire un voyage. Il y a d'autres ouvrages qui ont été écrits sur la Nouvelle-France. L'abbé Raynal, par exemple, qui était un personnage et qui d'ailleurs a été une des sources les plus utilisées par Garneau. Voltaire, enfin d'autres auteurs ont parlé de la Nouvelle-France, mais dans les sources de la Nouvelle-France comme telles, il y avait Lafitau, il y avait les relations des Jésuites, enfin d'autres qui n'étaient pas des historiens, mais qui étaient des sources pour les historiens. Il faut dire un mot sur le milieu, parce qu'il y a quand même un milieu de passionnés de généalogie, de documents, d'archives. Juste peut-être un mot, un dénommé Faribault, Georges Faribault. Peut-être un petit mot sur cette société littéraire. C'est un monde, donc c'est le monde des antiquaires. On les appelait les antiquaires à l'époque, qui s'intéressent aux choses anciennes. Je vais vous donner 3 noms qui sont vraiment essentiels pour comprendre le rôle de Garneau. Et en fait, leur place dans la vie de Garneau. Jacques Vigée, premier maire de Montréal, qui ramasse des documents dans ce qu'il appelle ses saberdages. Vous avez Georges Barthélemy Faribault qui, lui, va ramasser une documentation publiée, donc une collection de Canadiana, comme on disait à l'époque, parce qu'il était bibliothécaire de la Chambre d'Assemblée, donc il ramasse cette documentation-là. Vous avez des personnages comme Amable Berthelot, par exemple, qui est un avocat, mais un avocat érudit qui vit en France de temps à autre et qui, lui aussi, s'intéresse à l'histoire. Il y a des sociétés savantes qui commencent à se constituer. Ça va être notamment la Société littéraire et historique de Québec, qui est devenue anglaise par la suite et par la force des choses un peu, à laquelle Garneau adhère avec Archibald Campbell, probablement, c'est le plus jeune d'ailleurs sociétaire de cette société-là, où il rencontre Étienne Parent, avec qui il va devenir ami. Étienne Parent, qui lui est directeur du journal Patriote, Le Canadien. Alors, c'est ce monde-là, à Québec, qui va se réunir et qui va échanger des documents. Évidemment, Vigée est à Montréal, mais ces gens-là s'échangent des documents, se parlent entre eux, et Garneau va intégrer ce milieu. Donc, il faut bien voir que l'histoire, d'ailleurs, pas plus aujourd'hui, pas plus à l'époque qu'aujourd'hui, ou pas moins, l'histoire est une action collective, un travail collectif. Alors, vous vous intéressez pas juste à l'aspect littéraire de l'œuvre de Garneau, ce qui a beaucoup été fait, vous vous intéressez à l'historien. Oui. Est-ce qu'on peut dire, on peut penser que c'est une œuvre engagée, hein? Il veut réfuter une thèse qui circule sur les Canadiens. Est-ce qu'on peut parler d'une thèse, je pose une question un peu naïve, mais est-ce que c'est un livre qui se veut objectif, malgré tout? Et est-ce qu'on peut parler d'un livre qui offre vraiment un très, très bon niveau d'état de la connaissance de l'époque? C'est un livre qui est engagé pour la vérité. Alors donc, il est engagé, mais il veut rétablir la vérité. Alors à ce moment-là, évidemment, de Rame avait fait un livre engagé pour le mensonge. Et Garneau va lui répondre. Et il va lui répondre à l'aide de documents. En fait, il va faire la preuve que les Canadiens sont des gens courageux, qu'ils ont établi le pays, que ça a été fait par un travail extraordinaire. Mais c'est également un ouvrage qui s'appuie sur une idée philosophique, c'est-à-dire celle de la liberté, celle du peuple qui prend le pouvoir, celle donc des temps modernes,
celle aussi du peuple qui s'affranchit des dogmes religieux. Et ça va causer beaucoup d'ennuis à Garneau également. Donc, il y a réellement une idée philosophique qui fait de Garneau un des auteurs les plus contemporains de son époque. Puis on dit que c'est un historien national. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Vous avez George Bancroft aux États-Unis, vous avez Macaulay peut-être au Royaume-Uni, Michelet vous en avez France. Michelet et puis Augustin Thierry en France. Alors donc, c'est un petit monde, Niemkiewicz en Pologne. Très petit groupe de personnages. Ouais. Alors, passons pour l'œuvre. Allons-y par thème, rapidement. Là. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va aborder certains thèmes. Vous allez nous dire un peu comment il voit les choses, comment il nous présente les choses. Oui. Commençons par le commencement. Oui. Comment perçoit-il les peuples autochtones? Il les perçoit comme on le voit à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont leur importance, et ce sont les premiers occupants du pays. Ils font partie du territoire que les colonisateurs dont les colonisateurs vont s'emparer, vont occuper. Alors, il commence l'histoire avec Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb est le premier à arriver en Amérique. Après, il va écrire un chapitre sur les Autochtones pour montrer quel était le monde habité. Donc, il ne prétend pas que la Terre était inhabitée, là. Il montre qu'au contraire, elle était très habitée. Et il va faire un assez intéressant travail de description du monde autochtone pour qu'on voit bien que ce sont des gens qui ont une civilisation, des langues différentes et une semi-religion, si on veut, évidemment, selon les termes de l'époque, des croyances et ainsi de suite. Certaines qui s'approchaient même de l'idée de Dieu. Là. Donc, pour un catholique, c'était vraiment assez avancé de pouvoir dire ces choses-là. Donc, il montre le monde autochtone de cette façon-là. Mais dans son esprit, comme dans l'esprit de l'époque, les Amérindiens ont eu la malchance d'avoir un niveau culturel trop bas par rapport à la civilisation européenne qui s'en venait, qui les a pris de trop haut. Et c'est pour cette raison-là qu'ils n'étaient pas en mesure culturellement de résister à l'arrivée des Français, des Anglais et des autres. Même si son poème, Le Dernier Huron, atteste d'une sorte d'empathie pour le destin tragique. Il y a une empathie parce qu'il y a chez Garneau la crainte qu'on subisse le même sort que les Autochtones ont subi. C'est-à-dire qu'il y a des vagues d'immigration qui arrivent et se pourrait-il que les Canadiens qui ont occupé le pays soient effacés par eux, tout comme les Hurons, les Autochtones, ont été effacés. Et le dernier Huron, c'est celui qui va... pas se lamenter, mais qui va... une sorte de nostalgie, c'est une complainte, grandeur perdue. C'est une complainte sur la disparition des peuples qui étaient là. Comment perçoit-il la métropole française? La métropole, il l'aperçoit comme une mauvaise mère, mais comme une maman quand même. C'est la maman chérie, mais qui n'est pas très... Qui n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Elle n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Un exemple. Dès le départ, le système des compagnies. La faiblesse de l'établissement. Et Garneau va constamment, durant toute son histoire, faire la comparaison avec la Nouvelle-Angleterre. Il va dire, regardez ce qu'ils font en Nouvelle-Angleterre. Ils ont certaines libertés, on les laisse venir, il n'y a pas d'ostracisme religieux, etc. Donc, ils peuvent augmenter. Que fait la France? Ne s'intéresse qu'aux fourrures. On laisse les colons en pâture aux compagnies. Quand la France finit par intervenir, elle ne le fait pas suffisamment. On voit trop peu de gens, trop peu de soldats, trop peu de moyens. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Ben justement, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier à faire le récit de la guerre de la conquête? Oui, probablement. C'est probablement un des premiers. Oui. Et quelle interprétation propose-t-il? Comment perçoit-il? Écoute, il y a deux choses dont on pourrait parler. D'une part, il y a cette idée générale que la France s'est défendue de mieux qu'on pouvait et qu'en fait, les Canadiens aussi se sont défendus de mieux qu'ils pouvaient. Et d'autre part, ce qu'il a fait avec la guerre de conquête, c'est que après avoir raconté la première bataille des Plaines d'Abraham, il raconte la deuxième bataille des Plaines d'Abraham que tout le monde avait oubliée, qui est la victoire de Sainte-Foy. Donc la dernière bataille
gagnée sur le territoire l'a été par la France. Mais c'était une bataille qui ne pouvait mener à rien parce que le fleuve était occupé par les Anglais. Et là, il dit, en fait, c'est là que c'était le dernier soubresaut de la France qui a été abandonné, de la Nouvelle-France, qui a été abandonné par la mère patrie. Et cette idée d'abandon, la mère qui abandonne ses enfants, là, elle est très prégnante. Oui. C'est un des premiers qui... c'est un des premiers qui le dit, et c'est encore très, très, très employé comme... Oui, comme en effet. alors, les Français ont toujours eu un sentiment un peu d'oubli ou... enfin, oui, c'est ça. C'est de culpabilité. Une culpabilité pas trop heureuse. Ouais. Pour ce qui est du régime britannique, peut-être un mot sur comment il présente le régime britannique et surtout, comment il présente les événements de 1837-38 dont il est l'un des contemporains et presque un acteur. En tout cas, il a connu personnellement de nombreux acteurs. Alors, comment présente-t-il ça? Vous avez dit, ça va lui causer quelques problèmes. Bon, Garneau est un patriote. Alors, lui, il va évidemment lire le passé en fonction de la façon dont les patriotes le lisent. Pour les patriotes, la victoire anglaise n'est pas nécessairement une catastrophe de bout en bout. Ce que l'Angleterre amène, c'est des libertés qui n'étaient pas connues sous le régime français, qui était un régime autoritaire, une monarchie absolue. Donc, il y a quelque chose de positif avec l'Angleterre. Mais ce que Garneau démontre, c'est que, dès le départ, l'Angleterre refuse à ces nouveaux sujets canadiens les droits et libertés qu'elle accorde à ses anciens sujets anglais, ceux de Nouvelle-Angleterre et ceux qui vont arriver ici. Et finalement, les Canadiens, peuple conquis, vont vraiment passer sous les fourches codines, comme on dit, de l'Angleterre. Ils vont vivre une trentaine d'années avant la Constitution de 1791. Ils vont vivre ce que Garneau lui-même qualifie d'incroyable tyrannie. Et par la suite, à partir du moment où on a le régime parlementaire, l'Angleterre va faire tout son possible pour amoindrir, diminuer, empêcher la Chambre d'Assemblée, qui, elle, est occupée par les Canadiens, d'avoir plus de pouvoir et va constamment mettre des bâtons dans les roues des Canadiens. Alors, toutes les réformes qui sont demandées par les Canadiens sont constamment contrecarrées par l'Angleterre et progressivement, les débats qui vont avoir lieu à la Chambre d'Assemblée, les mécontentements des Canadiens qui vont finir par s'exprimer dans la rue, vont conduire aux événements de 37-38. Mais quel jugement porte-t-il sur un Papineau, sur un Lafontaine, par Alors exemple? voilà, c'est ça. Là, c'est là que ça commence à devenir délicat pour Garneau, parce qu'il commence à y réfléchir. Il faut dire que c'est dans son dernier volume, enfin celui qui est paru en 1852. Il commence à questionner. Ça lui prend du temps avant de se décider. Au début, il voulait s'arrêter en 1823. Après ça, il voulait s'arrêter en 1828, des moments de crise, là. Et puis, là, il se décide il se lance pour 1840. On est en 1945, hein? Alors c'est vraiment très proche. Ce qu'il fait, c'est qu'il va questionner Papineau, questionner Lafontaine, questionner O'Callaghan. O'Callaghan, qui est un grand ami de Garneau, qui est archiviste dans l'État de New York, à Albany, mais qui était le chef militaire de Papineau et qui, en fait, est un exilé politique. Alors, il va les questionner tous et il va se faire une idée, à partir de ça, sur la façon dont il va interpréter la suite des choses. Et à rebours, ce qu'il va constater, c'est que les réformistes qui sont au pouvoir à partir qui occupent la Chambre d'Assemblée à partir de 1842, se vendent à la couronne. Ils acquiescent à cette union qui vise à détruire les Canadiens et il va leur reprocher de s'être vendus à la couronne. D'avoir tourné un peu leur veste. Il le dit pratiquement comme ça. Et donc, c'est la clé de son interprétation. Alors il est en particulier fâché contre ceux qui étaient des agitateurs en 1837, les plus radicaux. C'était le cas de Lafontaine, Cartier et d'autres. Il va leur reprocher à eux en particulier d'avoir entraîné un soulèvement qui était prématuré, qui n'avait pas été bien préparé et d'avoir entraîné une catastrophe et après ça, de profiter de cette rangée du côté de l'Union. Ouais. Alors, le premier tome est publié en 1845. Oui. Comment cette œuvre-là est-elle reçue rapidement? Comment est-elle reçue? On devine que le clergé n'a pas dû nécessairement goûter... Le clergé, avant même qu'elle sorte, commence déjà à le combattre. En fait, c'est Jacques Vigée
qui est un patriote, mais un patriote de la vieille école, et surtout un ultra-catholique, commence à voir les feuilles de Garneau, parce que Garneau lui envoie des épreuves de son travail pour avoir son opinion. Et Vigée dit tout de suite à Faribault, il écrit à Faribault. Non, il écrit à Monseigneur Cazot, je crois que c'est lui, à l'archevêché de Québec. Il dit Garneau me demande mon opinion. Ça ne m'a pas plu. Puis il le souligne, là. Et il commence à dire il faudrait peut-être questionner Garneau sur ce qu'il va écrire en ce qui concerne la religion, parce que Garneau est assez critique sur l'attitude du clergé, Monseigneur de Laval et d'autres. Et la cabale va commencer à ce moment-là pour essayer d'étouffer, censurer, si on veut, le livre de Garneau. Alors, la réception du livre de Garneau, puis une autre chose aussi, c'est que même les patriotes, même les réformistes trouvent gênant l'attitude de Garneau vis-à-vis du clergé. Garneau va dire, par exemple, ça serait, la France a commis l'erreur de ne pas laisser entrer des Huguenots en Nouvelle-France. Oui, oui, oui. Or, les Huguenots, c'est eux qui amenaient des capitaux, qui avaient de l'initiative, et ainsi de suite. Finalement, on les a repoussés entre les mains d'Angleterre. Ils sont devenus nos ennemis, alors qu'ils auraient très bien pu... C'est ça. Donc, ils reprochent à la France de ne pas avoir laissé rentrer assez de protestants. On imagine que Monseigneur Bourget n'était pas nécessairement très enthousiaste. Même pas seulement Monseigneur Bourget, mais son ami Chauveau, par exemple, tous des catholiques bon temps. Vous voyez ça un peu de travers. Et donc, ça n'a pas aidé la cause de Garneau. Ce qui fait qu'il y a une espèce de silence. En fait, c'est accueilli dans le silence. Et puis, il y a des salves il y a de la mitraille là, qui sort dans les journaux. Oui, parce que d'un côté, il y a le clergé où il y a une certaine hiérarchie qui n'aime pas trop ce qu'il dit sur les idées religieuses. Et de l'autre, il y a les réformistes au pouvoir qui n'aiment pas ce que Garneau dit d'eux. Donc, il y avait beaucoup de monde avec beaucoup de pouvoir qui avait des raisons de ne pas trop apprécier son travail, assez libre finalement. Et un de ces prêtres-là, l'abbé Pelletier, va par exemple écrire c'est de la philosophie, malheureusement, c'est de la philosophie bien écrite. Donc, voilà. Et du vivant de Garneau, d'ailleurs, il y aurait quelqu'un, un contemporain, Jean-Baptiste Ferland, je crois, qui va écrire une contre-histoire, mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que... Alors ici, j'ai très émouvant, j'ai la première édition de Garneau de 1845. Elle est autographiée par Garneau, qui l'a dédicacée à nul autre que Louis-Joseph Papineau. Alors, c'est très émouvant, même Patrice ne l'avait pas vu, cette édition-là, 1845. Merci à Claire Séguin de BANQ qui nous a permis de voir ce travail. Il y aura combien d'éditions de cette histoire du Canada, du vivant de Garneau? Du vivant de Garneau, 3 éditions, celle de 1845 à 52, 4e volume, et en même temps qu'il fait la 4e, c'était vraiment un bourreau de travail, hein, il n'arrêtait pas. Alors, en même temps qu'il fait la fin de la première édition, il réécrit la 2e édition, qu'il publie dans 2-3 volumes en 1852, et il va refaire une 3e édition de son vivant en 59. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'il va aussi écrire des conclusions d'histoire qui ne sont pas très connues, mais où il essaye justement d'actualiser son livre. Il est constamment en train de réviser son bouquin, et il commençait à travailler sur la 4e quand il est décédé. Ah, oui. Il y aura aussi, je crois, une édition abrégée. Il y a l'abrégé de l'histoire du Canada, qui est un ouvrage important parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il a été diffusé à 25-30 000 exemplaires. C'est le premier manuel scolaire qu'il a fait à partir de son ouvrage. Celui-là, pour le passé, parce que le clergé surveillait, évidemment, il a enlevé beaucoup de choses. Là, il a enlevé tout ce qui était sulfureux. Oui, sulfureux, controversé. Voilà. Ça a aussi été traduit en anglais, mais une édition... Une édition que Garneau a détestée, parce que l'auteur, le traducteur... D'ailleurs, ça démontre bien qu'il... Durham avait beau dire les Canadiens sont un peuple sans histoire et sans littérature, les Canadiens anglais encore moins, parce qu'ils n'en avaient pas, tout simplement. Et c'est parce qu'ils n'en avaient pas qu'ils en ont traduit, qu'ils ont traduit celle de Garneau. Mais ils l'ont traduit à leur façon. Mais ils l'ont traduit un peu à sa façon. Alors, Bell, qui était un personnage qui était recommandable parce que c'était un Écossais libéral, membre de l'Institut canadien de Montréal, avait tout de même pensé qu'il fallait l'adapter pour les sentiments anglo-saxons. Donc, il avait pas mal trafiqué le texte et Garneau était vraiment fâché là, contre ça parce qu'il avait cédé ses droits sans aucune contrepartie. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'union des écrivains à l'époque. Non, à l'époque, non, ça n'existait pas. Pour défendre les droits d'auteur. Et est-ce qu'il y a eu un certain rayonnement international de cette œuvre? Tout à fait. D'abord,
d'abord, il y en a eu un du vivant de Garneau, c'est-à-dire, bon, qui s'intéressait à l'histoire du Canada, pas grand monde, mais quand Belvèze, par exemple, qui arrive avec la Capricieuse, arrive ici, il va voir Garneau, le capitaine de Belvèze, le premier navire français qui arrive au Canada en 1855. Il va voir Garneau et il lui dit « J'ai pioché dans mon rapport à pleine page dans votre livre pour pouvoir écrire mon rapport. » Alors, donc, il est connu en France, mais dans des cercles relativement restreints de ceux qui s'intéressent à l'Ancien Régime ou de ceux qui s'intéressent aux colonies. Et Rameau de Saint-Père lui-même va s'intéresser à Garneau parce que Rameau de Saint-Père est intéressé par la colonisation de l'Algérie qui a commencé en 1830. Donc, c'est de colonisateur à colonisateur. Un mot sur son décès prématuré en 1866. Comment ça se passe? Ça se passe mal parce qu'en fait, d'abord, premièrement, ça se passe souvent mal, malheureusement. C'est vrai que ça ne se passe... Soyez avertis, ça va se passer mal pour tout le monde. Mais il y en a pour qui ça passe mieux que oui, peut-être. Surtout avec l'aide médicale assistée. Là. Je parle de ces dernières années, oui, en fait, parce qu'en fait, il abandonne le travail à l'âge de 54 ans. Il est épuisé. Et puis, il lui reste quelques mois à vivre, finalement, en définitive. Et son épilepsie s'aggrave. Et c'est là qu'un matin du 2 février, il descend chez lui et il s'affale dans la neige. Et là, il contracte une pleurésie dont qui va le tuer. Oui, oui. Alors, écoutez, il nous reste seulement 1 minute. 3 raisons. Donnez-moi 3 raisons pour lesquelles il faut absolument rééditer François-Xavier Garneau. C'est quand même incroyable que cet historien-là, très moderne, avec une aussi belle plume, n'ait pas été réédité en format de poche. On a réédité un morceau de son premier tome chez une petite collection de Boréal, mais l'ensemble n'a jamais... Alors, 3 raisons. 3 raisons, je vous en donne 5. Allez-y, mais en 1 minute. D'accord, en 1 minute. C'est un modèle pour la pratique de l'histoire. C'est la première raison. C'est un modèle parce qu'elle donne une perspective à la lutte anticoloniale et ce n'est pas nécessairement passé de pertinence pour aujourd'hui. C'est un modèle de perspective laïque également. On a ici vraiment une histoire qui a été faite d'un point de vue tout à fait neutre par rapport au clergé. C'est un modèle de critique sociopolitique parce que c'est une histoire qui n'a pas été aseptisée. C'est une histoire qui déclare réellement pour quelles raisons, pour quel motif politique elle a été écrite. Et puis, on n'a pas un accès convivial à ces livres-là. On peut l'avoir sur Internet, avec BNQ, la numérisation, mais ça n'est pas quelque chose de concret, de tactile. Il y a 2 ordres de difficulté, par contre. Quelle édition choisir? Oui, exact. Moi, je choisirais la première. Moi, j'aurais dit la même chose pour la fraîcheur du propos. Exactement. Mais il y a aussi la dernière pour la maturité. Alors voilà. Merci infiniment, Patrice Groulx. Merci beaucoup.